Eh bien, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, évolue vers son ultime perfection. Nous construisons, sans le savoir, pour l'instant, de façon inconsciente encore, le paradis pour nos futurs descendants. Alors évidemment, il faudra encore quelques siècles de travail, mais on a fait la plus grande partie du chemin vers cette première finalité. Après, on ne sait pas ce que devient, mais ce que l'humanité fera de ça. Mais en tout cas, selon mon analyse, l'humanité ne peut pas ne pas se diriger vers cet ultime état de perfection. C'est-à-dire un état où l'homme a résolu tous ses problèmes psychologiques, n'a plus du tout de pathologies telles qu'on les connaît aujourd'hui, mais qui nous servent à construire l'humanité. Hein. L'ambition, le narcissisme, l'affirmation de soi aux dépens d'autrui, enfin bref. Et évidemment, il y a les forces aussi positives, hein, l'amitié, la fraternité, l'amour du prochain, le travail en coopération, etc., etc. Le respect d'autrui, voilà. Ce sont des énergies avec lesquelles l'humanité construit cet état de perfection dont je parle, ce paradis dont je parle. Et donc, lorsque nous aurons atteint cet état ultime, eh bien, l'homme sera devenu fraternel, n'aura plus aucun impact négatif sur la planète, il aura atteint le 100% écologique. Il n'y aura plus de frontières, plus besoin d'argent, tout sera mis en commun, tout sera patrimoine commun. Donc la fin des nationalismes, la fin, etc., de tout ce qui aujourd'hui est générateur de guerre, il faut le dire, de violence, d'affirmation de soi, encore une fois, au détriment d'autrui. Voilà, il y a des systèmes qui sont dominants, ça fluctue dans l'évolution de l'humanité. À certains moments, ça a été les Égyptiens, les Perses, les Romains, etc., etc. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est la fin de l'hégémonie de l'Occident, mais il lui reste encore quelques forces pour essayer d'imposer cette domination au lieu de permettre l'accession à vraiment un travail coopératif universel. Parce qu'évidemment, si les hommes politiques se rendaient compte, c'est ces hommes politiques qui ont les moyens, hein, de vraiment changer le monde, ceux qui se retrouvent au G20, au G7, à Davos, ailleurs, ils ont les moyens réellement de dire on va passer sur un autre modèle d'évolution. C'est un peu absurde d'évoluer comme on évolue sur cette planète perdue au milieu de l'univers. Voilà, on a compris à quel point c'était absurde et donc maintenant on a décidé de passer sur un autre modèle d'évolution vers lequel on va et qu'on rencontrera, que l'humanité rencontrera. Alors peut-être qu'il lui faudra encore plusieurs décennies, plusieurs même peut-être siècles pour atteindre cet état où eh bien, on permet aux hommes de construire l'humanité, mais de façon consciente, de façon volontaire et paisible, sans en faire des esclaves, comme c'est le cas actuellement, parce que le travail tel qu'il est proposé par la société
ultralibéral et depuis longtemps, hein, eh bien c'est un travail d'esclave, il faut le dire. On ne tient pas compte de la beauté qu'est une vie humaine. C'est-à-dire et le fait que c'est relativement bref et donc cette vie est faite pour au moins accéder aux récompenses pour le travail fourni. On travaille pour l'humanité, on agit pour l'humanité, tous, chaque être humain, et donc il est logique que la société vous donne des compensations, c'est-à-dire vous enlève des soucis, vous enlève, vous fournissent un logement, de quoi manger, de quoi être paisible, de quoi avoir le temps de rencontrer vos amis, de quoi avoir le temps d'éduquer correctement vos enfants, de quoi avoir le temps de vivre et de diminuer le stress d'une vie. Et là, on voit bien à quel point ce néo-capitalisme a ramené un stress inouï dans l'humanité. Et c'est complètement injuste, et sans compter qu'il y a des êtres humains qui n'accèdent jamais au bonheur. Dans certains pays, ils n'ont même pas le droit ils peuvent même pas quitter leur pays, quitter leur endroit. C'est des vies horribles, c'est des vies cruelles. Et ces grands dominants-là auraient les moyens de vraiment décider autre chose, de décider vraiment que le bonheur humain passe en priorité dans l'existence. Ils pourraient très très bien faire un salaire universel et puis permettre aux gens de travailler en fonction de leur capacité, de leur... Voilà. Et le monde se construirait bien mieux, bien plus vite que ce qu'il se construit actuellement, avec cet abus du monde ouvrier. Voilà. Donc ça, c'est pour l'introduction. Pour démontrer cette théorie, je m'appuie sur des vidéos, et là, j'étais sur une émission de France Culture avec Philosophie consacrée à la métaphysique. Et c'est l'épisode 4 sur 4. Voilà, donc je relance, c'est une des dernières vidéos, et je commente éventuellement. Mal de mer, aux rationalistes étroits, comme le disait Jean Valls, c'est une belle expression, c'est émersonien, c'est stevensonien, c'est aventureux, c'est sublime, c'est romantique. Mais est-ce que c'est encore du pragmatisme de dire que tout ce qu'on pense dans la tête de grand, de beau, d'invisible, si ça nous fait du bien, c'est vrai? Alors là, cette émission, elle est consacrée à William James, qui est un philosophe américain et qui a pensé le pragmatisme, l'idée du pragmatisme, ça va bien avec les États-Unis, et dans cette idée du pragmatisme, il a inclus l'idée de Dieu et la croyance comme un facteur positif par rapport à la non-croyance, par rapport à l'athéisme. Et donc c'est vraiment intéressant parce qu'il le voit du côté pragmatique. C'est-à-dire que l'idée de Dieu, qu'il y ait un Dieu, eh bien pragmatiquement c'est plus intelligent de croire que de ne pas croire, parce qu'il y a plus de bonheur dans l'existence d'un croyant que dans l'existence d'un athée, etc., etc. Voilà, c'est un peu le cas. Alors, ce n'est pas... là, vous faites un raccourci, je pense. Très bien. Expliquez-moi. Je pense que... Et alors, il y a là une grande lutte entre la vision de des deux intervenants, que sont, on va le dire tout de suite, que sont Stéphane Madelrieux et Didier de Bèze. Il me semble que c'est ça.
Donc, tac, tac, oui, 4. Et qui sont des scientifiques et donc professeurs de philosophie, mais liés quand même à la science. Et donc, c'est très compliqué pour eux de... Et je crois que je me suis trompé dans la vidéo précédente, j'ai dû parler d'autres personnes. J'ai dû me tromper sur les intervenants. Bon, bref, la vision des scientifiques, elle entend que William James parle de Dieu, mais ils veulent rester sur le côté scientifique. Donc, ils n'accordent pas de l'importance au spirituel. C'est plus quelque chose de technique. Ils disent, bon ben oui, ils parlent pragmatiquement, c'est bien de croire en Dieu, mais ils ne s'aventurent pas dans l'idée du divin et l'importance de ça. Alors que, à mon sens, Géraldine Moulman, qui est l'animatrice de l'émission, elle est intéressée par le côté spirituel. Et donc, ça donne bien ces deux visions. Et c'est ce que j'ai remarqué quand j'ai suivi quelques cours à la fac de Nice, à quel point c'était très difficile pour les profs de philo. À l'époque, c'était donc il y a 25 ans, au tout début de la mécanique universelle, c'était très difficile pour eux de parler du spirituel, de parler de Dieu, d'aller vers cette idée, mais du divin, du spirituel. Ça parlait de Dieu, mais de façon pragmatique, un peu comme si les philosophes qui parlaient de Dieu, ils en parlaient, mais voilà, de façon légère. Ils parlaient de ça à propos de Spinoza, à propos de Platon, à propos... Et pour moi, ça ne pouvait pas fonctionner. Il manquait vraiment quelque... On ne peut pas parler de Spinoza sans la spiritualité, quoi. C'est complètement plein de spiritualité. Alors, bien sûr qu'il essaye d'analyser la société, etc., etc. Mais le divin, c'est pas parce qu'il est obligé de croire, parce que le temps est là et force un petit peu à la croyance. C'est autre chose, c'est vraiment une conviction. S'il avait été athée, Spinoza, il aurait dit qu'il était athée, il aurait trouvé la solution pour le dire. Les extraits que vous nous avez donnés, c'est des extraits sur le monde pluraliste. Et ce monde pluraliste, c'est un monde pluraliste en deux sens. Il est pluraliste non pas parce qu'il y a des mondes possibles au-delà de ce monde-ci, c'est que ce monde-ci est déjà une stratification d'une pluralité de mondes. Oui, c'est ce que je voulais dire, pardonnez-moi, c'est ce que je voulais dire. Il est pluralisé dans toutes ses dimensions. Donc nous avons accès à des strates, nous avons accès à plusieurs strates et par notre intelligence, par nos enquêtes, nous pouvons explorer d'innombrables mondes à l'intérieur de ce monde-ci. Mais il y en a toujours d'autres. Oui. Et en même temps, c'est un monde fait de patchwork, c'est un monde avec de blocs d'expérience en blocs d'expérience. Et les idées, ce sont des choses qui nous permettent de circuler à l'intérieur de ce monde. Mais c'est un monde mobile. Deleuze disait très bien, c'est un monde de nomades que pense James. C'est un monde dans lequel nous circulons sur un sable mouvant. C'est magnifique, il n'y a rien à dire. Hein. Et nous ne sommes pas au-delà de ce monde, nous ne sommes pas en extériorité de ce monde, nous sommes partie prenante de ce monde et nos actions le façonnent. Il y a une sorte d'existentialisme métaphysique au sens profond chez James, c'est-à-dire que nos pensées, nos théories, nos manières d'envisager les choses ne sont pas à l'extérieur du monde, ils font partie du matériau du monde. Et ce que James appelle l'expérience immédiate est un concept extraordinaire. C'est vous prenez une situation, quelle qu'elle soit, situation de ce studio, vous la prenez, il y a une pluralité de choses, il y a nos souvenirs, il y a les objets techniques, il y a les discussions que nous avons, il y a les textes de philosophie. Pour James, tout ça fait partie de l'expérience immédiate. Il n'y a pas quelque chose qui est plus à l'intérieur de l'expérience immédiate. Nous ne pouvons rien en exclure. Ce n'est ni vrai ni faux. C'est l'étoffe de notre expérience. Et quand même, à un moment, il dit si j'y crois. Là, il vient de le dire, si j'y crois, si je crois que... Je voulais parler du possible, pas des mondes possibles, mais que si je crois à la puissance du possible, grâce à l'aide
de forces invisibles. Voilà, j'essaie Oui, vraiment de parler au tout plus à fait. près de son Oui. vocabulaire. Alors c'est qu'elles existent. Je les fais exister par ma croyance. Alors elles sont vraies. Ça, c'est un geste théorique très... Ben oui, les forces invisibles, c'est la métaphysique, c'est justement toutes les questions métaphysiques qui vont au-delà de ce qu'on peut toucher, de ce qu'on peut voir, et même si aujourd'hui la physique, la recherche physique au CERN, quand ils recherchent le boson de Higgs ou je sais pas, des choses comme ça, ben, ça sort de la physique, on est déjà dans le métaphysique, parce que ils analysent des choses qui n'existent plus au niveau matériel, c'est plus là, c'est autre chose qui se passe. Mais l'importance de... Donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, je sais pas. Voilà. Donc, allons-y. Très remarquable, au sens il faut le remarquer quand même. Elles existent, elles ont leur intensité. Pour James, nous ne pouvons pas les disqualifier de prime abord. Elles sont là, elles font partie de l'expérience immédiate. Mais dire qu'elles sont vraies, c'est spécifier un mode de l'expérience très singulier qui n'est pas le tout de l'expérience. La vérité n'est pas la vérité de l'expérience, c'est une vérité dans l'expérience. Alors, moi, je pense que James, il avait raison quand il dit si Dieu influence si l'idée de Dieu travaille tout, mon corps, ma raison, ma pensée, par exemple le fait que je pense qu'il y a un principe créateur, il y a tout ça, c'est vrai dans la mesure où, puisque moi ça me travaille ça oriente ma pensée, ça oriente et puis ça c'est pour l'individu, mais c'est pour l'humanité. L'idée de Dieu, elle a travaillé l'humanité, elle a accompagné l'humanité, elle a aidé l'humanité, elle a permis de tout un tas de choses qui sont vraies parce que c'est cette idée de Dieu, même si c'est invisible, même si on avait affaire, on travaillait pour de l'invisible, même si l'humanité, elle a construit des églises, des mosquées, des temples, des synagogues en l'honneur de Dieu, ben c'est l'invisible qui a agi, qui a permis à l'humanité de faire ça. Donc, il y a une réalité, il y a du vrai derrière en réalité. Je peux décider, par exemple, pas compris ça, mais je peux m'interroger, par exemple, sur une croyance que j'ai. En général, les croyances, elles nous font agir. Mais je peux m'interroger sur le statut de cette croyance et je peux commencer à mener une enquête. Est-ce que cette croyance est vraie ? Je crois que, par exemple, César a été assassiné. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? La plupart du temps, je n'ai pas besoin de le savoir. Ça me guide. Mais je peux mener une enquête. Comment je vais mener mon enquête ? Je vais aller explorer les documents, les textes. Je vais valider, vérifier cette croyance. Donc c'est pas seulement ses effets pratiques qui créent sa vérité, on est d'accord ? Ben non, elle peut avoir beaucoup d'idées ont des effets pratiques sans être vraies ni fausses. Elles sont indéterminées. Et la question de la vérité est une posture et une Mais les idées c'est toujours pratique au fond. C'est toujours, même si parfois ça débouche pas, mais c'est tout ce qui est pratique, tout ce qui est réalisé, ça a débuté par une idée, par quelque chose qui était de l'ordre de l'invisible dans l'esprit et qui va se concrétiser, qui va finir par devenir quelque chose. Singularité de l'expérience qui nous oblige à une certaine exploration. Et James va dire, une idée devient vraie. Une idée devient vraie. Attends, parce qu'elle est bonne, parce qu'elle nous fait du bien, elle devient vraie. C'est quand même une lecture du pragmatisme singulière, Stéphane Médérieux. Si je crois en Dieu et qu'il me fait du bien, Dieu est vrai. Excusez-moi, mais il y a un peu de ça. Si j'ai une idée en tête qui me pousse dans ma vie, qui m'aide à croire, elle est bonne. Et empirisme radical, il dit, eh bien, c'est une expérience. C'est vous qui me l'avez appris, Stéphane Médérieux. Vous commentez ça magnifiquement. C'est vrai. Ce que je pense qui me fait du bien, c'est vrai. C'est vrai si c'est vrai dans tous les sens du mot vrai.
C'est-à-dire Voilà, il y a qu'il faut une que ce soit une vraie, croyance qui soit il y a une vraie, euh, il y a la vraie différence entre la philosophie scientifique, la pensée, les philosophes liés à la science, les chercheurs liés à la science, qui ne peuvent pas, ça n'est pas possible d'aller mettre du divin, d'aller se coltiner, d'aller donner du sens à l'invisible. Comme, alors que pourtant, James, je pense qu'il donne du sens à l'invisible. Mais pour le philosophe scientifique ou pour le chercheur scientifique, là apparemment c'est des chercheurs, ça n'est pas possible d'aller cautionner l'invisible. Alors que la présentatrice veut amener cette idée-là. Et là, c'est intéressant parce que vérifiable empiriquement. Ah, Comme quand toutes même. les Bon, sciences. d'accord. Et si l'observation empirique dit le contraire, c'est une croyance fausse. Oui, mais puisque Et on l'empirique... va pas faire un effort pour croire ce qui est faux. Et c'est pourquoi James était très attentif sur la religion et les croyances religieuses. Qu'est-ce qui peut... Non, mais on ne peut pas amener ce qui est... On n'est pas dans le faux, là. Même l'idée de Dieu, elle peut pas être démontrée fausse. Elle ne peut pas être démontrée vraie, mais elle ne peut pas être démontrée fausse. Donc, la science ne peut pas c'est plus un silence parce que c'est scientifique, parce que le scientifique ne peut pas parler de Dieu sous peine d'être discrédité, mais c'est pas devant quelque chose qui expérimentalement peut se démontrer fausse. C'est pas possible. L'idée de Dieu, le travail que fait l'idée de Dieu dans l'humanité, il y a des choses dont on ne mesure pas on n'a pas encore compris la portée, l'influence et le résultat physique de cette croyance en Dieu. De mettre en règle ses propres croyances religieuses avec l'état des sciences, avec l'état de la psychologie, avec l'état de la biologie. Et il ne croit pas en un Dieu qui serait effectivement l'architecte ou le grand auteur intelligent qui aurait designé l'ensemble de l'univers et qui aurait créé l'univers. Il n'y croit pas à ça. Mais est-ce qu'il ne croit pas à ça ou est-ce que c'est quelque chose qui met de côté ? Ça serait vraiment intéressant. Je ne connais pas sa philosophie à William James. Mais est-ce que vraiment il ne croit pas à ça ou est-ce qu'il doute de ça ou est-ce qu'il ne s'occupe pas de ça ? C'est des choses. Parce que cette idée de Dieu qui ne serait pas architecte, ça paraît, pour moi, ça ne me paraît pas possible de le penser comme ça, de le penser extérieur, de penser un Dieu avec lequel on n'aurait qui n'aurait aucune interaction aucun lien avec la création, avec la création. Ça me paraît pas digne, entre guillemets, de la pensée de William James quand on écoute son travail qui me semble bien au-delà de Darwin a définitivement éliminé ce type de croyance religieuse. Ce Dieu des créationnistes, il est éliminé. Mais le gentil coup de poing... Non, il est pas éliminé. À mon sens, le Dieu de Darwin, c'est pas parce qu'il dit que le monde se construit comme ça qu'il y a une force de l'instinct, de l'évolution, un principe d'évolution qui est là, etc., simplement il s'arrête au degré du principe de l'évolution. Il dit les espèces évoluent comme ça, etc. Il y a ce mécanisme-là qui est à l'intérieur de l'espèce, mais il ne va pas au-delà en disant ce mécanisme-là a été innervé à l'intérieur de la création. Il a été mis par le principe créateur à l'intérieur de ces lois, ont été injectées dans la création, et donc
Voilà, pour moi, c'est ça qui se passe exactement. C'est que Dieu, c'est lui qui a injecté le principe créateur, ce qu'on appelle Dieu, ce X, cet inconnu. Par quelques lois particulières, il a créé la matière qui devient l'univers, l'expansion, etc. Toutes ces lois-là qui font que l'univers se crée et tient correctement et évolue dans un sens, que dans ces lois-là, il y a la possibilité il y a l'obligation que le vivant apparaisse à un certain endroit, que ce vivant soit en évolution, que cette évolution donne l'écosystème, etc., etc. Je démontre que sur la mécanique universelle, que c'est soumis à des lois, qu'il y a une loi qu'il y a un principe intelligent à l'origine de ce mécanisme-là, en somme. Ce qui me fait aller bien le matin, parce que je pense qu'il y a une force invisible qui me soutient. J'ai pas besoin de valider empiriquement cette idée plus que ça. Le seul fait qu'elle me fasse du bien est une expérience, donc elle est vraie. Il faut qu'elle soit compatible avec les observations. Il faut aussi qu'elle soit logique, c'est-à-dire que du point de vue de la validité logique des arguments ou du raisonnement, des relations conceptuelles dans cette conception de cette théorie générale. Mais ça ne peut pas être compatible avec l'observation. Avec l'observation physique, c'est trop compliqué. La présence de Dieu dans l'esprit humain, bien sûr qu'il a apporté une clé, James, en disant si ça fait du bien, c'est que c'est vrai, voilà. Mais c'est pas démontrable comme les phénoménologues vont vouloir expliquer le monde, ou comme Kant voulait que ça soit que les choses soient réfléchies. Il va au-delà de Kant. Il ramène, il sort du dogme de Kant, où on ne peut comprendre que ce qui est que le phénomène, et on ne doit s'occuper que du phénomène. Il va au-delà, il dit il y a autre chose. Là, il passe sur une autre dimension. Et il ramène donc l'idée de la métaphysique. Voilà. Il n'y ait pas d'incohérence. Donc il faut qu'elle passe le test intellectuel de la cohérence, il faut qu'elle passe le test empirique de la vérification expérimentale, mais, et c'est là sa question, n'y a-t-il pas des conceptions que nous entretenons qui ne peuvent pas être réglées ni par l'observation empirique, ni par le raisonnement intellectuel? Bien sûr. La question que posait ou rappelait Didier Debès tout à l'heure, la vie vaut-elle la peine d'être vécue? Vous regardez, vous observez. Est-ce que les observations des gens autour de vous vont vous aider à répondre à cette question? Bien sûr. Est-ce que ça suffit d'observer pour répondre à cette question? Vous raisonnez intellectuellement à partir du concept de vie. Est-ce que le concept de vie implique en lui-même le fait que la vie soit digne d'être vécue? Et évidemment que c'est constatable, mais rien n'est... C'est constatable, mais ça repose sur du sable. C'est pas quelque chose de solide. On n'est pas dans un pragmatisme mathématique, scientifique. La vie vaut la peine d'être vécue, tout simplement parce que si c'était l'inverse, la société humaine aurait sophistiqué l'art du suicide, l'art d'interrompre la vie avant de... quand on veut. Voilà, s'il était plus... Si l'homme avait plus au fond, plus de plaisir à interrompre la vie qu'à la vivre, il aurait sophistiqué tout un système pour écourter la vie. Et c'est pas le cas. On sophistique au contraire tout ce qui sert à la prolonger, à la faire durer. Et donc, si elle ne valait pas le coup, si c'était plus... Évidemment, pour certains,
pour certains qui sont dans une souffrance inouïe, intense, etc., la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, mais c'est la marginalité. C'est justement, ils ont une vocation énorme, ces êtres humains qui interrompent leur vie parce qu'ils sont dans une souffrance ou parce que... Et on voit maintenant, là, on est arrivé avec ce monde un peu... avec cet ultra-capitalisme forcené depuis 40 ans, où des enfants même commencent à attenter à leur vie, à se suicider. C'est hallucinant. Il y a quelque chose que la société ne veut même pas regarder, de ce qu'elle dégrade tellement les conditions de vie que, évidemment, pour beaucoup, on va rentrer on va augmenter le nombre de personnes qui vont penser que la vie ne vaut pas le coup d'être vécue, parce que le système capitaliste actuel, le néolibéralisme actuel occidental, injecte un tel malheur dans l'existence qu'il y a de plus en plus de gens qui passent du côté du malheur, quoi, dans cette chose-là. On n'en est pas complètement là, mais on touche à cet état-là. Mais ça, c'est une petite période dans l'évolution de l'humanité, parce qu'on est devant un gros problème avec le néolibéralisme. Le fait que peu de gens se suicident est-il une preuve suffisante pour croire que ma vie a de la valeur et devrait être vécue? Donc, l'observation empirique, qu'est-ce qu'il en dit ? Les raisonnements logiques ne suffisent pas pour ce genre de questions, qui sont les questions métaphysiques et morales pour James, parce que ces questions portent sur le tout des choses, ou le tout de la vie, et sur la valeur de cette vie. Et la science peut nous aider à mieux préciser la formulation de ce type de questions en éliminant des mauvaises réponses. Alors, mais en éliminant des mauvaises réponses, mais bien sûr qu'il faudra avancer dans cette question, mais cette question, elle est fondamentale. Évidemment que c'est une question pragmatique pour ramener la métaphysique dans la physique, pour ramener la métaphysique dans la science et dans la réflexion de l'humanité, dans la réflexion philosophique. Mais elle ne peut pas apporter de réponse. Et à ce moment-là, c'est tout l'être humain, dit-il. Bien sûr qu'elle apportera une réponse. Pas seulement l'observation et la perception, pas seulement l'intelligence, mais aussi l'émotion et la volonté, qui doivent être engagées pour répondre à ce type de questions. Et donc, pour lui, effectivement, du point de vue des émotions, du point de vue de la conduite, c'est vrai. Ce sera vrai. Mais je crois si c'est vrai aussi du point de vue intellectuel et du point de vue empirique. C'est vrai. La métaphysique qu'il défend, celle de la pluralité des choses dans le monde et de l'extraordinaire possible devant nous, Didier Debèze, elle est bonne pour la vie des humains. Est-ce qu'il n'est pas clair qu'il la considère comme vraie, James ? Alors, d'abord, la métaphysique pour James, elle est nécessaire, elle est absolument nécessaire. Elle est au cœur même de la vision de James. Si elle est nécessaire, elle est vraie. Voilà, ça fait partie de toute manière, tout ce qui existe, tout ce qui se fait, même le faux, même ce qui est faux, c'est vrai, puisque c'est ce qu'il faut à l'humanité. L'humanité, même les erreurs de l'humanité, les impasses vers lesquelles on va, admettons, on avance, la recherche va chercher dans un domaine, puis elle se rend compte que c'est une impasse. Mais c'est vrai, puisque ça a permis d'aller jusqu'à un point, de fermer une frontière et de dire là, c'est une impasse. Donc, c'était quelque chose de très important pour l'évolution de l'humanité. On n'a fait que ça dans l'évolution de l'humanité. On est allé là, c'est une impasse, on revient là, dans le chemin, on continue là, on essaye ici, c'est une impasse, on continue, et on monte, et on va, dac, etc. Et on bouche des endroits des choses vers lesquelles c'est pas la peine d'aller, quoi. Voilà, il y a un certain moment,
peut-être que dans l'évolution dans laquelle on est là, par exemple, où les hommes veulent aller sur d'autres planètes, etc. On voit Elon Musk, etc. Toute cette façon de penser, il est très possible que l'humanité arrive à une impasse de ça, en me disant mais c'est pas ça ce que l'homme cherche sur cette planète, c'est pas sur des autres planètes que ça se passe, c'est de construire ce paradis ici, c'est un paradis et c'est autre chose, et l'homme, ce qu'il a besoin, c'est pas de bien sûr qu'on l'aura fait, on aura été jusqu'à Mars, jusqu'à peut-être plus loin, etc. Mais on voit, c'est une impasse, ça sert à rien, c'est pas le bon truc, c'est ici que ça se passe. Voilà, par exemple. Et ça, on le voit tous les jours. C'est quelqu'un qui va dans une ambition aller conquérir tout un tas de trucs, et puis il revient et il dit mais c'était pas bon. Oui, ça a été ma vie, mais c'est pas ce que je cherchais en réalité. C'était ce que je voulais, c'était autre chose. Je me suis gouré, j'ai sacrifié beaucoup de temps à des choses qui n'étaient pas, c'était pas ça ma quête en réalité. Voilà, bon, par exemple. À l'intérieur même de son empirisme. C'est ce que vient de rappeler Stéphane Madeleïeux, à savoir, vous prenez n'importe quelle expérience, l'expérience la plus triviale, la plus basique, la plus factuelle, vous verrez, en l'explorant, qu'elle a des dimensions qui la dépassent de toutes parts. Dimension de relation, elle relie à d'autres, elle relie à son passé, elle relie à d'autres formes d'existence, elle relie à des émotions, elle relie à toute une série de choses. Et vouloir s'en tenir au fait le plus brut vous oblige à établir un immense réseau. Et c'est ça la métaphysique pour James. C'est ce qui nous permet de donner sens à l'expérience. Et elle n'est pas vraie, la métaphysique. Mais je crois que le problème que nous rencontrons sur la question de la vérité, c'est que pour James, la vérité est quelque chose de très singulier, qui ne résume pas l'expérience, qui apparaît parfois dans l'expérience quand c'est nécessaire. Mais la plupart du temps, les choses ne sont ni vraies ni fausses, elles sont. Nos expériences ne sont ni vraies ni fausses, elles sont. Nos émotions ne sont ni vraies ni fausses, elles sont. Mais nous pouvons tenter de les vérifier. Et nous pouvons mettre à l'épreuve nos métaphysiques. Et James en appelait une sorte de laboratoire de métaphysique. Mettons à l'épreuve les métaphysiques. C'est légitime, voilà. Il faut le faire. You gotta have faith, brother. Faith, little sister. Bon, voilà. Parce que si je laisse trop du son, là, l'algorithme va dire ah vous avez pas vous pouvez pas mettre ce son là, ça il est pas en voix libre. Bon, en règle générale c'est en voix libre, mais voilà. Donc eh bien on va arrêter là pour cette dernière vidéo avec philosophie, le pragmatisme. C'est très très intéressant de ramener, mais en fait c'est le travail que j'ai fait sur la mécanique universelle, démontrer de façon pragmatique Dieu, voilà, que nous allons vers, que nous construisons le paradis, donc c'est complètement métaphysique parce que on ne peut pas le démontrer certainement, ça sera toujours dans la métaphysique puisqu'on parle de l'avenir. Donc l'avenir, il peut y avoir 10 000 choses qui l'interrompent. Un météore, un truc, n'importe, un coup de folie de l'humanité, un truc, bon, etc. Et en même temps, je pense que l'IA permettra de dire oui, effectivement, l'humanité, si elle continue dans ce sens, si elle continue à travailler la maîtrise du comportement comme elle le fait, la maîtrise de l'environnement comme elle le fait, la maîtrise du questionnement comme elle le fait, eh bien elle atteindra cet état de perfection. Et l'IA le démontrera à un certain moment. Et le principe et l'idée de Dieu, eh ben, ça c'est pareil, ça sera démontré, la science démontrera qu'il y a un principe créateur, à mon sens. Voilà, c'est comme ça que je vois la suite, mais évidemment, je ne serai pas là, ni sans doute
mes arrière-petits-petits-enfants, voilà, parce que il faudra quelques siècles pour atteindre cet état-là. C'est assez triste un peu d'une certaine manière, mais c'est comme ça, ça a été le cas pour toute l'évolution de l'humanité. Mais c'est assez, voilà, de travailler sur le lointain, c'est quelque chose. Parce que c'est intéressant de travailler sur la période qu'on peut bien maîtriser de notre existence. Les 10, 20, 30, 40, 50 ans après nous et avant nous, etc. Voilà, on peut, là c'est intéressant, mais après, parler de l'an 2090, c'est compliqué. Voilà. Mais en même temps, c'est un plaisir. Hein. Alors voilà, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à ces vidéos, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec d'autres sites, vous pouvez travailler si vous avez des idées, si vous avez des compétences sur les techniques ou philosophiques ou voilà, vous êtes les bienvenus pour travailler sur la mécanique universelle. Vous pouvez laisser des commentaires, tout ça augmente la visibilité et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaye de démontrer depuis maintenant 25 ans que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Merci bien et puis à très bientôt.